Salam alaikum. Chers maîtres et collègues, j'ai le plaisir de modérer cette première partie du programme de la journée. Je tiens d'abord à remercier les membres du bureau de l'ASMEDIAN pour leurs efforts, leurs grands efforts pour réaliser ces journées réussies avec des thèmes de qualité. Je remercie Monsieur le Président pour le mot d'accueil. Dans cette première partie de la matinée, on va accueillir professeur Jean-François Gauthier, chef de service de diabétologie à l'hôpital Lariboisière à Paris, ex-président de la SFD et élu Executive Board à l'EASD. Donc, professeur Jean-François Gauthier va nous parler de diabète et grossesse. Professeur, à vous la parole. Merci beaucoup, mesdames les modératrices, chers amis de l'ASMEDIAN et d'Afrique. C'est un grand plaisir pour moi d'être encore une fois parmi vous. Alors, j'avais l'usage de dire que je suis là en tant que SFD, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir le dire. Maintenant, je pense que je vais pouvoir dire que je suis là en tant qu'ami. Donc, voilà, j'espère que vous serez d'accord avec cela. Alors, je vais vous parler de diabète et grossesse. C'est un sujet énorme. Je me suis servi pour préparer cet exposé d'un document qu'on avait fait à l'intérieur du service. Qu'est-ce que j'ai fait? Merci. Et donc, Marie Laloy Michelin, qui est PH dans le service, est très impliquée dans le diabète et grossesse, dans cette thématique, dans l'organisation dans le service, on pourra en discuter, et c'est la raison pour laquelle elle apparaît ici. Alors, un peu de physiologie. Vous savez qu'au cours de la grossesse, la glycémie, à jeun, elle descend. Et ça, c'est des études de physiologie qui ont été faites il y a plus de 10, 20, 30 ans. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est que eh bien, la sensibilité à l'insuline qui augmente en début de grossesse, alors, des fois, ça peut augmenter, ça peut diminuer. En tout cas, la sensibilité à l'insuline, on devient plus sensible à l'insuline, la femme gestante. Et puis, petit à petit, eh bien, l'insulinorésistance s'installe pour être au maximum en fin de grossesse. Alors, on peut faire la physiologie là-dessus. En fait, c'est un point commun entre tous les mammifères. C'est que la première partie de la grossesse, il faut faire du stock. Donc, l'organisme se met en situation anabolisante. C'est pour ça que la sensibilité à l'insuline augmente. Et puis ensuite, afin de pouvoir dériver les nutriments ingérés par la femme enceinte directement dans la circulation fœtale, le bébé a besoin de grossir, eh bien, il y a une insulinorésistance physiologique qui s'installe. Voilà, c'est ce que vous résume cette diapositive. Et pourquoi est-ce qu'il y a une insulinorésistance? Comment elle s'installe? En fait, on ne sait pas bien. Ce qu'on sait, c'est que pendant la grossesse, il y a des modifications hormonales qui sont connues depuis assez longtemps et qui, finalement, probablement, c'est ces modifications hormonales qui vont générer cette résistance à l'insuline. Probablement, ce qui est très important ici, c'est le TNF-alpha qui augmente et le cortisol qui augmente également. Enfin, on ne peut pas non plus ne pas incriminer le placental lactogène, etc. Mais probablement que c'est le TNF-alpha qui augmente. Ce n'est pas bien d'où il vient, probablement du placenta. Mais c'est probablement pour cette raison qu'on devient insulinorésistant. Alors, qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis de l'insulinosécrétion? L'insulinosécrétion, elle augmente pour faire face finalement à cette augmentation de la sensibilité, cette diminution de la sensibilité à l'insuline, à tel point que la première phase et la deuxième phase d'insulinosécrétion, elle augmente de près de 300%. Et alors, chez l'animal, on sait très bien qu'il y a une expansion très importante des cellules bêta. Chez l'homme, ça n'a pas encore été vraiment bien démontré. Mais bon, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la grossesse démontre une plasticité formidable de la cellule bêta insulinosécrétrice en réponse à la survenue d'une insulinorésistance. Et je me permets juste une petite parenthèse, c'est qu'il y a deux périodes de la vie d'un individu où il y a une insulinorésistance physiologique et qui correspond d'ailleurs à un pic d'incidence du diabète. Parce que pendant ces deux périodes de la vie,
eh bien, finalement, les individus qui sont prédisposés à un diabète eh bien, vont révéler le diabète pendant cette période. C'est 1, la puberté, et 2, la grossesse, la deuxième, enfin, à partir de la 24e semaine de grossesse, où là, l'insulinorésistance devient vraiment conséquente. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là bien qu'on dépiste le diabète gestationnel. Et ce que j'ai jamais compris dans la classification du diabète, c'est que le diabète gestationnel est considéré comme une classe à part. J'ai toujours trouvé bizarre parce que finalement le diabète gestationnel, c'est quoi? C'est un diabète qui va s'exprimer, qui va se révéler à l'occasion d'une insulinorésistance, et que ce diabète gestationnel, en fait, il peut avoir tous les visages. Ça peut être un diabète maudit, ça peut être un diabète de type 1, ça peut être un diabète de type 2, etc. Donc voilà pour notre introduction, et simplement pour vous dire que vous connaissez cette relation entre l'insulinosécrétion et l'action de l'insuline, qui est une relation hyperbolique, mais quand vous avez une insulinorésistance qui s'installe, on ne devient pas diabétique ni intolérant au glucose parce que la première phase d'insulinosécrétion augmente, c'est ce que vous montre la figure en verte. Eh bien, dans le diabète gestationnel, il y a une insulinorésistance et déjà, il y a une incapacité de la cellule bêta à faire face à l'apparition d'une insulinorésistance. Alors, ces modifications de la sensibilité à l'insuline expliquent pourquoi, quand on a en face de nous une femme qui a un diabète de type 1, explique pourquoi, eh bien, au début, les besoins d'insuline ne bougent pas trop. Ils peuvent diminuer. Souvent, ils diminuent. Je ne sais pas quelle est votre expérience personnelle, mais souvent, on dit aux femmes enceintes, attention, au début de grossesse, il faudra diminuer, les doses d'insuline. Et puis, vous voyez qu'après, les besoins augmentent tranquillement pour être multipliés par 2 en fin de grossesse. Alors, juste pour vous documenter ça, c'est quand on regarde les études observationnelles qui relatent les hypoglycémies sévères chez la femme enceinte qui vivent avec un diabète de type 1, vous pouvez voir que la prévalence des hypoglycémies sévères, elle est surtout visible, elle augmente en début de grossesse. Et vous savez que là, il y a un déterminant majeur, c'est les nausées et les vomissements. Alors, grossesse et diabète, eh bien, dans moins de 1% des cas, des femmes enceintes ont un diabète préexistant à la grossesse. Vous voyez que là, c'est des données relativement récentes. C'est de l'ordre de 0,2% des grossesses pour le diabète de type 1 et 0,1 ou 0,3%, excusez-moi, je ne vois pas très bien, pour le diabète de type 2. Et le diabète gestationnel, c'est 1% des grossesses. En fait, ça peut être plus, ça dépend quels sont les critères de définition qu'on utilise pour le diabète gestationnel. Si j'ai un petit peu de temps, je dirai un petit mot sur le diabète gestationnel et sur le concept du diabète gestationnel précoce qui me paraît complètement, à mon avis, délirant tant qu'on ne sait pas encore prendre en charge comme il faut nos diabétiques de type 1 et de type 2 enceintes. Alors, je prévu un cas clinique. C'est une gentille dame de 35 ans qui a un diabète de type 2 depuis 2019. Elle est sous antidiabétiques oraux. Elle a une hypertension artérielle sous IEC. Elle a une hémoglobine glycée à 8%. Et elle vient vous voir parce qu'elle a une grossesse de 10 semaines d'aménorrhée adressée par son médecin traitant. Et elle dit je suis très inquiète parce que je suis enceinte, je suis content d'être enceinte, mais j'ai 8% d'hémoglobine glycée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Alors évidemment, on n'est pas très rassuré quand on voit que la grossesse n'a pas été préparée dans cette situation. Les grossesses à haut risque, c'est une grossesse à haut risque materno-fœtal. Et ce risque materno-fœtal, comme vous le savez, elle dépend du degré d'hyperglycémie, des complications du diabète que présente la femme enceinte, et puis des comorbidités associées, hypertension artérielle, obésité. Et grosso modo, oui, elle peut être inquiète parce que vous voyez, les complications sont listées ici, et c'est la mortalité périnatale, c'est les malformations, c'est les accouchements prématurés, puis ça peut être les gros bébés, comme vous le savez, on va en reparler.
Alors, si on prend les complications fœtales, en 1, quand il y a un diabète préexistant qui est mal équilibré pendant la conception, en début de grossesse, c'est évidemment les malformations fœtales. Vous les voyez listés à droite, vous pouvez tout avoir, hein. Le cœur, le système nerveux central, le rein, la non-fermeture du noyau caudal, vous pouvez tout avoir. Les morts fœtales in utero sont très fréquentes, hein, c'est source de fausses couches. Il y a évidemment la macrosomie fœtale, les très gros bébés, les hypoglycémies néonatales, on va parler du mécanisme. Et puis, quand le diabète est très déséquilibré en début de grossesse, c'est plutôt des bébés hypotrophes qu'on peut avoir. Et puis, bien sûr, détresse respiratoire néonatale. Et puis, vous savez que les nouveau-nés de femmes diabétiques eh bien, sont plus souvent transférés en néonatologie. Alors, ça c'est un petit peu pour documenter ce que je viens de vous dire. Et un petit mot sur les hypoglycémies néonatales. Elles sont extrêmement fréquentes. Vous savez que l'insuline ne passe pas la barrière placentaire, mais que le glucose maternel, oui. Et donc, quand pendant l'accouchement, il y a une hyperglycémie maternelle, le bébé va sécréter beaucoup d'insuline pour essayer de maîtriser cette hyperglycémie maternelle qu'il va recevoir de plein fouet. À un moment donné ou pendant l'accouchement, il ne faut absolument pas d'insuline endogène pour réveiller le foie, parce que si le bébé, au moment de l'accouchement, est en hyperinsulinisme, le foie, qui est crucial pour fabriquer du glucose, eh bien, va ne pas s'allumer. Et à ce moment-là, il y a des hypoglycémies néonatales qui peuvent être très sévères. Et puis, la détresse respiratoire néonatale, vous avez le odd ratio qui est supérieur à 2,5. Alors, il y a aussi, on oublie de le dire, des complications à l'âge adulte. Le bébé il va devenir grand, etc. Et ces complications, c'est l'intolérance au glucose, le diabète de type 2, c'est également l'obésité. En réalité, le lien avec l'obésité est surtout un lien en rapport avec l'obésité maternelle. L'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires. On se pose actuellement des questions sur la cognition, tests de performance qui seraient altérés chez des individus exposés à l'hyperglycémie maternelle. Et puis, pour le diabète de type 1, le diabète de type 1, vous connaissez la transmission, c'est à peu près 7-8% si c'est un garçon et c'est 4% par rapport au... Pardon, c'est 8% chez les descendants de pères diabétiques de type 1 et 4% des descendants de mères vont développer un diabète de type 1. Alors nous, on avait pas mal travaillé sur cette situation-là. Qu'est-ce qui se passe quand on est exposé au diabète maternel, à l'hyperglycémie maternelle? Alors vous avez ici les données de DEF petite chez les Indiens Pima qui montrent que quand vous avez été exposé au diabète maternel de votre maman, eh bien le risque de devenir soi-même diabétique de type 2 à l'âge de 30 ans, bon, c'est les Indiens Pima, est de 50%. On avait pu, nous, mesurer directement l'insulinosécrétion, l'action de l'insuline chez des descendants de type 2 et des descendants de type 1 qui ont été exposés à l'hyperglycémie maternelle. Et vous voyez que ce qui prend cher, ce n'est pas la résistance à l'insuline, comme ce qu'on disait autrefois, c'est l'insulinosécrétion, comme si finalement l'hyperglycémie maternelle allait inhiber le développement de la cellule bêta. On avait pu d'ailleurs montrer que ce... Ah d'accord. Voilà, ok, excusez-moi. Oui, on avait pu montrer que c'était probablement d'origine épigénétique. Et par exemple, quand vous prenez des descendants adultes de mères diabétiques de type 1 qui ont été exposés à l'hyperglycémie maternelle, vous les comparez à des descendants de pères diabétiques de type 1, qui est le meilleur groupe contrôle, eh bien,
et que vous faites une mesure de méthylation globale de votre génome, eh bien vous retrouvez moins de méthylation chez les descendants de mère. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais on a vraiment l'impression, commence à avoir des données biologiques montrant que l'hyperglycémie affecte la régulation épigénétique. Alors les complications maternelles, je suis désolé, c'est très trivial, mais bon, on parle de diabète et grossesse, c'est les fausses couches spontanées, c'est la prématurité, c'est la prééclampsie, très fréquent, hein, extrêmement fréquent. C'est évidemment les accouchements par césarienne parce que c'est plus confortable quand vous avez un gros bébé. Et puis, il y a plus d'acidocétose, plus d'hypoglycémie, je vous l'ai montré en début de grossesse. Et puis, il y a aussi des complications, je dirais, c'est l'aggravation des complications du diabète. Et là, il faut avoir en tête deux choses, les yeux, premièrement, et deuxièmement, les reins. Alors, prééclampsie, prématurité césarienne, vous voyez que ça a été vraiment documenté. C'est beaucoup plus fréquent chez les descendants diabétiques de type 1, mais vous voyez que c'est assez important. Vous voyez, pour les descendants de type 1, c'est à peu près 17, de l'ordre de 15%, donc c'est assez fréquent. Alors, les acidocétoses, les hypoglycémies, on en a déjà parlé, surtout la début de grossesse, c'est en diminution après. Alors, il y a un message extrêmement important, je ne sais pas comment vous faites avec vos obstétriciens, mais nos obstétriciens sont plus angoissés par les hypoglycémies de la mère que par les hyperglycémies de la mère, et je ne sais pas pourquoi. Et il faut essayer de les rassurer. Le placenta est capable de produire du glucose. Et c'est vrai que quand la maman a une hypoglycémie, le fœtus il bouge, et le cœur peut s'accélérer. Mais en réalité, les hypoglycémies de la mère n'ont aucun retentissement fœtal. Et en tout cas, ça n'a jamais été démontré, un retentissement délétère. Et c'est une notion que nos collègues obstétriciens ont du mal à admettre. Sinon, les déterminants des hypoglycémies sévères chez la femme enceinte en début de grossesse, c'est les mêmes déterminants que dans le contexte hors grossesse, à part évidemment le problème des nausées, des vomissements fréquemment observés en début de grossesse qui finalement aggrave ce risque d'hypoglycémie sévère. Alors les acidocétoses, quand j'ai préparé cet exposé, je trouvais que c'était vraiment fréquent. Ça m'a étonné de voir que c'est probablement plus fréquent que dans la situation hors grossesse, puisque ça peut atteindre 10% des grossesses diabétiques, ce qui n'est pas vraiment mon expérience. En revanche, cette augmentation du risque d'acidocétose, vous savez si on revient à la physiologie, c'est que la grossesse est un état de jeûne accéléré. Donc les femmes enceintes, elles sont cétosiques de départ. Et donc c'est probablement pour laquelle c'est plus facile pour une femme enceinte de basculer vers une acidocétose. Donc l'éducation est extrêmement importante dans ces situations. Alors, la rétinopathie diabétique, elle peut s'aggraver. C'est vrai que c'est rare de voir l'apparition d'une rétinopathie diabétique chez une femme enceinte qui n'a pas de rétinopathie diabétique avant la grossesse. Mais en tout cas, si elle a déjà une rétinopathie diabétique, le risque d'aggravation est extrêmement important. Donc, ce qu'on a tendance à recommander, je crois que j'ai une diapositive plus tard, c'est de faire un fond d'œil tous les 3 mois ou une rétinographie tous les 3 mois et de passer à une tous les mois s'il y a une rétinopathie diabétique. Alors la néphropathie. La néphropathie, c'est un gros sujet parce que, là encore, je ne sais pas quelle est votre expérience, on pourra en discuter.
Mais à ma connaissance, je n'ai jamais réussi à accompagner une grossesse jusqu'au bout chez une femme qui avait un syndrome néphrotique. Donc la néphropathie, c'est extrêmement important, c'est aussi source de prééclampsie. Donc il faut vraiment la surveiller, et le rôle de l'âge maternel dans l'impact de la néphropathie sur les complications fœtales et maternelles est aussi très important. Alors notre brave Mariam, elle a fait une fausse couche à 11 semaines et finalement elle souhaite une nouvelle grossesse, et alors elle vous dit voilà, j'ai besoin de vous, qu'est-ce que vous en pensez et comment vous m'aidez? Alors tous les consensus maintenant disent préparation préconceptuelle, hémoglobine glyquée 6,5%. Tant que vous n'avez pas 6,5%, eh bien c'est plus raisonnable d'avoir une contraception. Donc il faut éduquer nos diabétiques de type 1 dès la puberté en disant attention, une grossesse ça se programme. Donc contraception adaptée, et insister sur la préparation de la grossesse, c'est-à-dire avoir un équilibre glycémique optimal. Il faut arrêter les ADO pour les diabétiques de type 2 et les bloqueurs du système rénine-angiotensine, donner de l'acide folique, et puis la supplémentation iodée, elle sera assurée par nos collègues obstétriciens, et puis bien sûr avoir un bilan du diabète. Je voudrais quand même vous signaler à ce point de l'exposé que les Américains, ils utilisent le gliburide, ou le glibenclamide, c'est ce qu'on appelait nous le Daonil, et la metformine dans le diabète gestationnel ou le diabète de type 2 bien contrôlé. Donc nous, ce n'est pas dans nos recommandations, mais ne terrorisez pas une femme qui tombe enceinte, qui est sous Daonil ou qui est sous metformine. C'est utilisé pour traiter le diabète gestationnel dans certains pays. Alors le traitement du diabète, vous connaissez parfaitement. Une fois que pendant la grossesse, on est souvent obligé de fractionner le petit déjeuner. D'ailleurs, si vous voulez faire, vous savez, quand vous vous occupez d'une femme enceinte diabétique, à partir de la 25 ou 26e semaine de grossesse, c'est très facile de faire la différence entre un diabète prégestationnel et un diabète gestationnel. C'est l'hémoglobine glyquée, qui est toujours normale dans le diabète gestationnel, qui est élevée dans le diabète prégestationnel. Et puis, quand vous regardez la glycémie, dans le diabète prégestationnel, c'est toujours la glycémie postprandiale du matin qui pose problème. Dans le diabète gestationnel, c'est toujours la glycémie postprandiale du soir. Donc ce n'est pas du tout le même contexte. Et puis je voudrais dire pour l'activité physique, il y a une activité physique qui est contre-indiquée chez la femme enceinte, c'est le vélo. Sinon le reste, il n'y a pas de la marche, c'est tout à fait possible. Alors voilà, donc ce qu'on utilise comme insuline, donc ça je ne vais pas m'attarder là-dessus devant cette assemblée de diabétologues. Mais ce qui est très important, c'est que cet équilibre périconceptionnel est efficace pour diminuer les malformations fœtales et pour diminuer la mortalité périnatale, ce que vous montre en dessous cette relation entre l'hémoglobine glyquée préconceptuelle et le risque de complications ou le risque de mortalité fœtale. Mais attention, le moins de 6,5% dans ces études-là n'était obtenu que dans 15% des gens. Donc, il ne faut pas non plus, 7% c'est bien, 7,5% c'est pas mal aussi. En tout cas, c'est ce que montrent ces études, qui sont des études, je dirais, observationnelles, mais qui sont... les gens sont rentrés dans ces études, donc ils avaient déjà un appétit bien faire, puisqu'ils sont rentrés dans l'étude, et vous voyez que c'était obtenu que dans 15% des cas. Il faut faire un bilan du diabète préconceptionnel, on en a déjà parlé. Bien sûr, vérifier la TSH. Philippe Caron va en parler tout à l'heure.
Donc c'est un bilan diabète classique. Donc notre Mariam, elle a réussi à passer à 6,5% d'hémoglobine glyquée. Elle est tombée enceinte. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, voilà, donc là, on l'a mis un schéma basal-bolus. Je vous rappelle que les femmes à risque de prééclampsie, on débute l'aspirine entre 12 et 16 semaines. Pour le traitement antihypertenseur, pour les types 2, hein, si 40% présentent une hypertension artérielle, il faut arrêter les bloqueurs, évidemment. Et puis, on peut utiliser la méthyldopa et les inhibiteurs calciques. Tout ça, c'est des choses que je pense vous savez parfaitement bien. Alors, le consensus nous demande d'obtenir une hémoglobine glyquée pendant la gestation inférieure à 6%. Alors ça marche, c'est-à-dire que ça diminue le transfert en néonatologie du nouveau-né, ça diminue les prééclampsies, ça diminue la prématurité, ça diminue le nombre de très gros bébés, ça diminue les césariennes, ça diminue les hypoglycémies néonatales, mais ce que vous, en réalité, eh bien, on arrive à obtenir cet équilibre parfait que dans 40% des cas. Donc, voilà, et c'est toujours le même problème quand vous faites des recommandations, c'est d'imposer aux patientes et aux médecins des choses quand même réalisables. Et vous verrez quand même qu'avec les nouvelles technologies, c'est quand même plus réalisable. Et nous y venons maintenant, puisqu'elle nous en parle, Mariam. Elle nous dit, j'ai entendu parler de la pompe, des capteurs de glucose. Est-ce que c'est intéressant pour moi? Alors, vous savez que dans les pompes, c'est de l'insuline, c'est de l'analogue rapide de l'insuline qu'on met. Attention avec les ultra rapides, hein, parce qu'il y en a qui précipitent, donc il faut bien voir le manuel des pompes. Et puis, voilà, nous, on va directement sur un système multi-injection, basal-bolus, hein, une lente et puis une piqûre de rapide avant chaque repas. Concernant la pompe, vous savez que maintenant, il y a des systèmes de stop-hypo. Ça, c'est remarquable, parce que la pompe s'arrête dès que ça descend. En particulier, c'est la Medtronic qui fait ça. Il y a une pompe qui a été validée pendant la grossesse, c'est la Camaps. C'est le système d'Ovorca de Grande-Bretagne. Nous, qui n'est pas du tout homologué en France actuellement. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est bien sûr suivre soit mesure continue du glucose, soit faire au moins 4 glycémies capillaires par jour. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on gagne quelque chose avec la mesure continue du glucose. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est déjà sous mesure continue du glucose qui tombe enceinte, gardez la mesure continue du glucose, parce que le temps passé dans la cible est plus facilement atteint lorsqu'on a une mesure continue du glucose. Par contre, quand on utilise la mesure continue du glucose, vous savez que les objectifs chez la femme, enfin chez le diabétique non enceinte, c'est 70% dans la cible entre 0,7 et 1,80 g. Eh bien, les consensus nous recommandent de faire 70% entre 0,7 et 1,40 g. Et en fait, ça, c'est quand même extrêmement difficile à obtenir. On sait quand vous obtenez une durée dans la cible supérieure à 70% avec la mesure continue du glucose, vous diminuez le transfert en néonatologie du nourrisson, vous diminuez la prévalence des très gros bébés et les hypoglycémies néonatales, mais en fait, vous avez quand même en moyenne 8 heures par jour au-dessus des 1,80 g dans le type 1, donc c'est quand même là aussi des objectifs qui sont extrêmement difficiles. En faisant un tour hier soir sur la littérature, il vient d'être publié dans Diabetes Care une étude qui s'appelle Crystal. C'est une pompe Medtronic. Donc vous avez des femmes enceintes qui ont tiré au sort surveillance conventionnelle, bandelette,
et avec un CGM et un groupe tiré au sort, une boucle fermée. Et ce que vous pouvez voir, c'est que, vous voyez que pendant la grossesse, c'est à gauche, eh bien, la durée dans la cible est significativement plus élevée. Vous voyez, 71% chez les femmes qui ont la boucle fermée, comparativement à 63% chez les femmes qui ont toujours leur système multi-injection. Alors, la grossesse se poursuit. Quelle surveillance vous lui proposez ? Eh bien, on y va. Pendant la grossesse, c'est une hémoglobine glyquée tous les mois. C'est un fond d'œil tous les 3 mois. Tous les mois, s'il y a une rétinopathie diabétique. Attention au rein, comme on l'a vu. Et puis, la pression artérielle, il faut vraiment bien la surveiller. Il faut qu'elle soit vraiment inférieure à 130-85 mm de mercure et bien vérifier là que ce qu'elle a comme traitement antihypertenseur, c'est compatible avec la grossesse. Le suivi obstétrical, je ne vais pas insister là-dessus parce que souvent on a une collaboration très étroite. En tout cas, il faut l'avoir avec les gynéco-obstétriciens. Il y a en tout cas en France 5 échos qui sont pris en charge pour la femme diabétique. Ce qui est très important, c'est l'échographie cardiaque fœtale à 20 semaines d'aménorrhée. Et puis, vous savez que en échographie en fin de grossesse permet de savoir si l'accouchement va être dystocique ou pas. Et puis, à partir de la 32e semaine d'aménorrhée, nos collègues convoquent les femmes pour un rythme fœtal continu. Voilà, donc à 30 semaines, son hémoglobine glyquée est à 7,2%. Elle vous pose des questions, comment ça va se passer mon accouchement? Alors là, il n'y a pas de réponse. On va lui dire que l'accouchement, normalement, devrait être programmé. C'est ce que font les obstétriciens. Qu'on programme, et on aime bien programmer avant 38 semaines d'aménorrhée parce qu'on diminue comme ça le risque de mort fœtale intra-utéro, qui sont liés souvent à des accouchements qui sont tardifs, un diabète déséquilibré, un âge maternel avancé, une hypertension artérielle, quand il y a des gros bébés aussi, et puis quand il existe des malformations ou une néphropathie diabétique. Alors les accouchements, on recommande niveau 2, voire 3. Bien sûr, l'équipe pluridisciplinaire, elle doit communiquer. Il n'y a pas de préférence voix basse césarienne, ça c'est l'obstétricien qui décide, mais ce qui est très important, c'est de programmer l'accouchement. Alors pour les schémas insuliniques, ça dépend des structures. Nous, en général, ils gardent la basale quand les gens sont sous basal bolus et ils mettent l'insuline à la seringue électrique avec une surveillance glycémique horaire. On commence à avoir des anesthésistes qui acceptent que les femmes gardent leur pompe lorsqu'elles sont sous pompe à insuline. Alors l'objectif, il doit être quand même assez strict pour éviter l'hyperinsulinisme fœtal pendant la césarienne ou pendant l'accouchement pour le problème de la production hépatique de glucose qui se met c'est un traumatisme, un accouchement, et la production hépatique de glucose, elle se met en marche immédiatement dès le passage dans la filière génitale. Voilà, donc elle a accouché d'un bébé un peu gros, à 37 semaines d'aménorrhée par voie basse, donc tout s'est bien passé. Elle était sous basal bolus. Donc qu'est-ce qui se passe ensuite? Du jour au lendemain, si c'est une femme, là c'est une diabétique de type 2, donc on va la remettre sous son schéma d'hypoglycémiants oraux. Si c'est une diabétique de type 2, eh bien on diminuera de 50% les doses d'insuline en rehaussant également un peu les objectifs glycémiques. On recommande l'allaitement et puis on parle tout de suite de la contraception, évidemment. Il faudra surveiller le fond d'œil et puis la TSH. Surveillance glycémique du nouveau-né à 1 heure, puis toutes les 3 heures, mise au sein ou biberon rapide. Ils ont le droit, je peux dire, ils ont tous droit
à leur biberon. Et puis, bien sûr, on fait un examen clinique complet à la recherche de malformations qui n'auraient pas été vues à l'échographie. Donc, grossesse à risque, préparation, équipe multidisciplinaire, ça c'est les 3 mots-clés. Je voudrais juste, si vous m'autorisez, est-ce que j'ai encore 5 minutes, monsieur le président, mesdames les modératrices, pour aborder le problème du diabète gestationnel, parce que ma réflexion est, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop par rapport au diabète prégestationnel? Alors, vous savez qu'on dépiste le diabète gestationnel, c'est-à-dire entre la 24e semaine et la 28e semaine de grossesse, chez des sujets à risque, uniquement. Et les sujets à risque, ils ont été bien définis. C'est un âge supérieur à 25 ans, c'est des femmes en surpoids, c'est des femmes qui ont déjà eu des antécédents de diabète gestationnel, qui ont déjà eu des gros bébés, qui sont des apparentés d'individus diabétiques, qui ont déjà eu des morts fétales. Et puis, il y a des, je dirais, individus d'origine géographique, où là, il faut être quasi systématique. C'est les recommandations, c'est-à-dire l'Afrique, les Africains américains, les Indiens et les Hispaniques. Et vous savez que dans les années 2008-2009, on a réajusté les seuils à la baisse parce qu'il y a eu cette étude, je pense avoir mis une diapositive de l'étude APO, mais vous savez qu'en 2008, l'étude APO a terrifié tout le monde parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de seuil entre l'hyperglycémie fœtale et les complications fœto-maternelles. Et donc, vous saviez que les seuils qui précédaient, qui dataient de O'Sullivan, c'était des seuils qui c'était pour éviter que les femmes enceintes deviennent diabétiques de type 2. On n'est plus du tout dans le même concept. Là, c'est des seuils définis pour diminuer le risque fœto-maternel. Et il a été décidé d'envoyer balader le O'Sullivan, vous savez, là, en 2 étapes, 50 grammes, d'abord 50 grammes puis 100 grammes, en ne prenant que l'OGTT 75 grammes, et puis de prendre un seuil qui correspond à 1,75 fois le risque pour avoir des gros bébés. Alors voilà ce que ça a donné. Ben voilà le seuil. C'est à jeun, si vous êtes supérieur à 0,92 grammes par litre, à 1 heure de l'HGPO, 1,80, 2 heures, 1,53. Et si vous avez ces résultats-là, vous avez un diabète gestationnel. Bon, jusque-là, on s'en sortait bien. On les mettait dans des programmes d'éducation thérapeutique avec une alimentation équilibrée. Et puis, il y a des gens qui s'embêtaient, qui se sont dit, mais si le diabète gestationnel existe, qui correspondait à la physiologie de l'insulinorésistance, est-ce qu'il n'y a pas les diabètes gestationnels précoces? Je me permets juste de terminer là-dessus parce que je trouve que, je ne sais pas, on peut en discuter, mais il y a eu un essai, c'est les Australiens des Nouvelle-Zélande, qui se sont dit, on va prendre les critères du diabète gestationnel, mais on va le faire avant 20 semaines de grossesse. Il faut être tordu. Donc HGPO, 20 semaines, entre 10 et 20 semaines de grossesse. Ils ont trouvé quand même des femmes qui étaient au-dessus des seuils, qu'ils ont randomisées, traitement, pas traitement. Et en fait, vous gagnez, c'est ce que vous montre cette étude, vous gagnez très peu de choses en termes d'incidence des complications fœto-maternelles, mais et en tout cas, vous ne gagnez rien en termes de gros bébés et en termes d'éclampsie. Donc voilà, c'est toujours, mais là vous commencez à avoir plein de données sur ce qu'on appelle le diabète gestationnel précoce, qui à mon avis pour moi ne veut rien dire. Je voudrais terminer là-dessus et vous remercier pour votre aimable attention. Merci, professeur Gauthier, pour votre excellente présentation. Donc, on a pu faire le tour de la question sur diabète et grossesse, depuis la physiopathe jusqu'à la prise en charge thérapeutique
et le concept de diabète gestationnel précoce. Merci beaucoup. Donc, je laisse la parole à la salle pour d'éventuelles questions ou interventions. Professeur Gundouz. Merci, professeur Gauthier, pour votre intervention. Et ma question, c'est à propos de la metformine et grossesse chez la femme diabétique. Est-ce que pour les femmes diabétiques de type 2, est-ce que vous poursuivez la metformine? Parce qu'il y a une extension de l'AMM en ce qui concerne celles qui prenaient avant la metformine dans le consensus européen. Et on veut savoir plus d'informations. Deuxième question, toujours la metformine. Est-ce qu'il y a un risque pour les papas qui ont pris la metformine? Alors, oui, donc c'est deux questions absolument excellentes. La première, c'est que la metformine pendant la grossesse n'est pas très bien tolérée. Donc je pense qu'on peut la continuer sans problème chez les femmes qui, après, souvent elles font 6 glycémies capillaires, elles font 4 piqûres. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir la metformine en termes de réduction du risque? Je ne suis pas sûr. Alors, la deuxième question, c'est des aspects épigénétiques ou d'empreinte, assez compliqués d'ailleurs, avec comme hypothèse un père qui prend de la metformine au moment où il met en route un bébé avec sa femme. Eh bien, on peut avoir des petites anomalies au niveau du sperme qui peuvent être délétères. Alors, pour balayer ça, j'ai fait une diapo. Je crois qu'il y a absolument, maintenant on a du recul, aucun risque chez le descendant. Donc je pense qu'il faut vraiment oublier cette hypothèse-là. Merci beaucoup, Jean-François, pour cette très très belle présentation. Professeur, c'est une question. C'est une question. C'était pas moi. Je vois que tu me laisses tomber déjà. Non, c'est pas possible. Voilà, juste une toute petite question parce que ça a créé un doute dans ma tête. Dans votre diapositive sur les facteurs de risque du diabète gestationnel, il est mentionné âge supérieur à 25 ans. Oui. Ce ne serait pas plutôt 35 ans? J'ai repris C'est 25? J'ai repris les données de l'IA machin, là, le consensus international, ils mettent 25. Ils mettent 25, ouais, Ouais, parce que sur les d'accord. anciens trucs, ça a toujours été 35, c'est quand même 10 ans d'écart. Oui, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Quand vous dites que est-ce qu'ils n'en font pas trop, je suis d'accord avec vous que... Ouais. Oui. Monsieur Charaibi. Oui. Jean-François, je suis là. Où ça? Première rangée à l'extrême droite. Ah oui, là-bas. Ah, extrême gauche. Au gauche. Oh merde, c'est un LFiste. Non, juste un petit détail pour le dépistage du diabète gestationnel. Parmi les critères bien sûr invoqués, le premier, c'est l'âge qui dépasse 25 ans. Alors, on sait qu'actuellement, les grossesses avant 25 ans se font de plus en plus rares. Et donc, en pratique, théoriquement aussi, oui, mais en pratique, c'est pour toute femme enceinte, en pratique. Oui, c'est exactement, ça rejoint la remarque de Memouna, donc je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faudrait faut garder 35 ans, bien sûr. Oui, il y a une question là, je ne sais pas si on a encore le temps. Donc, merci, professeur Gauthier, pour votre excellente présentation. Donc, je veux demander juste par rapport au vélo, pourquoi il est contre-indiqué chez la femme enceinte? Alors, c'est un déterminant majeur de fausse couche, même chez la femme non diabétique enceinte. Je ne sais pas pourquoi, ça n'appuie pas où il faut, mais c'est vraiment le vélo, c'est à proscrire chez la femme enceinte. Encore une question là-bas, dis donc. Bonjour professeur, je vous remercie pour votre présentation. Je me demande par rapport aux antidiabétiques oraux et allaitement. Au cours de la présentation, vous parlez d'arrêt d'insuline chez les diabétiques de type 2 et encourager l'allaitement. Est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication par rapport aux antidiabétiques oraux et allaitement? Les antidiabétiques oraux et grossesse? Allaitement. Ah, allaitement. Alors, avec la metformine, ça a été bien montré qu'il n'y a pas de souci. La metformine, les sulfamines, non.
Alors, avec les autres, je n'ai pas de données. Je ne suis pas sûr qu'on ait suffisamment de données qui nous permettent de répondre à cette question. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'une diabétique de type 2 que vous voyez rapidement en début de grossesse, avec ces médicaments, vous pouvez poursuivre ces médicaments, mais de toute façon, comme les besoins d'insuline vont augmenter de 50%, enfin, je parle des besoins d'insuline endogènes, les médicaments ne vont pas suffire assez rapidement. Donc je pense qu'il ne faut pas trop se poser la question, il faut faire un shift vers l'insulinothérapie assez rapidement. Au cours de la grossesse, oui, bien sûr. Mais au cours de l'allaitement. Et au cours de l'allaitement, je sais que la metformine, il n'y a absolument aucun danger. Et pour les autres, je ne sais pas répondre à cette question. Merci. Je parle des inhibiteurs SGLT2, etc. Merci beaucoup, professeur Gauthier, pour cette excellente présentation.